J'ai commencé un débat d'anthropologie que je n'ai pas terminé. Je suis partie sur le terrain. Je fais ça à l'EHSS. Je me suis dit, bon, je ne serai pas docteur en anthropologie. J'ai besoin d'être sur le terrain et en contact avec le monde, quoi. Donc je suis partie avec la photographie que j'utilisais déjà, l'image. Et je suis partie au Brésil en pensant faire un travail sur l'Afrique au Brésil. Puis avant de me dire, bon, c'est sympa de parler des Africains au Brésil, mais il faudrait quand même que je comprenne c'est quoi ce Brésil, c'est quoi ce pays qui reçoit l'Afrique. Donc je suis partie un peu en aventure avec ma coccinelle que j'ai achetée sur place. Et puis je traversais tout ce Brésil en cherchant des communautés qui vivaient depuis de nuit des temps au Brésil, qui pouvaient me parler de ce Brésil. Donc j'ai rencontré plein de monde sur la route et des communautés incroyables qui vivent vraiment très loin des sentiers battus, enfin hors sentiers battus. Puis ma route m'a emmenée dans l'Acre, à la frontière du Pérou et du Brésil, où là j'ai été invitée dans les communautés amérindiennes, où je suis arrivée dans les communautés amérindiennes, invitée par eux, pas du tout par les ONG, et pas du tout par d'autres intermédiaires. Donc ça a vraiment été une initiation très forte, humaine. Et donc l'Amazonie a été aussi une façon, en partant au Brésil, de retrouver mes identités propres aussi, la quête des origines, donc ayant pas mal, devenant un peu de partout. Et c'est comme ça que je suis tombée un peu vraiment en amour avec l'Amazonie, mais aussi ça a été très fort sur la perspective de nos propres valeurs, notre propre perception du monde et la maturité que j'avais plus tard pour me rendre compte qu'on devait absolument croiser ces points de vue. Et puis ce que j'ai aimé en Amazonie, ce qui est vrai, c'est que l'Amazonie, ça fout à poil, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que quand tu arrives avec tes valeurs, quand tu arrives avec ta perception du monde, ta perception du temps, ta perception de la vie, si tu la gardes avec toi, tu te retrouves à poil. Ou tu te retrouves à poil et tu l'acceptes de perdre tes valeurs et de les réinventer, ou tu n'arrives pas à te foutre à poil et tu repars. Moi, derrière la caméra, de faire des photos, c'est un prisme très précis, mais de rendre l'appareil en invitant ces porteurs, c'est ceux qui m'ont offert l'image, mais parce qu'ils ont l'art de conter l'histoire, ils ont aussi l'art de l'image, qui sont très bons cinéastes et très bons photographes aussi, de venir prendre cette parole. Donc c'est vraiment ma démarche artistique par rapport à la photo et à ce rôle de messagère d'un monde à l'autre, et de comment ces peuples sont eux aussi totalement à même, n'ont pas besoin de nous pour prendre leur propre image et porter leur parole. Elle n'est jamais gagnée la confiance, elle est chaque fois travaillée, elle est travaillée parce que les Amérindiens ont beaucoup peur qu'on leur vole leur image et qu'on leur vole leur connaissance. Et aussi aujourd'hui, ils ont besoin aussi de se positionner parce qu'ils en sont le porteur. Donc moi, c'est un challenge quotidien, d'avoir cette confiance-là et de ne pas laisser aussi ce qu'on met en place se faire prendre par la main de d'autres utilisateurs d'images qui n'ont pas forcément toute la connaissance et tout le travail de terrain qui a été mis en place depuis des années. Donc c'est vraiment un challenge, ouais. En fait, ce que je diffuse, c'est la parole des chefs. Et donc mes photos, elles me servent à les faire, enfin elles me servent. Elles ont toujours été dans le cadre des événements que j'ai montés où eux avaient la parole. Donc en fait, c'est juste ma démarche artistique en fait, qui sort du cadre de faire de la photo d'esthétique pour la mettre sur les murs, mais d'essayer d'engendrer de déclencher leur présence. Donc j'ai fait venir 3 chefs l'année dernière grâce à la participation d'une ONG qui a participé à la prise en charge des billets d'avion, puis ensuite on a créé l'événement. Chaque histoire se raconte, comme elle est vécue au plus proche de sa réalité. Donc on traite d'événements violents, d'événements chocs. L'image doit être à l'auteur de l'événement, et à l'image de sa vérité en fait. Tout ce qui, c'est pas l'image choc en fait, c'est la justesse de l'image. Par rapport à l'événement, si elle est représentative de ce que veulent les peuples qui sont, les personnes qui sont à l'image. S'ils vivent une grande violence, comme le disait le monsieur de RFI, l'image doit accompagner doit être au plus proche de cette réalité-là. Et donc ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est le temps et le moment où on diffuse cette image choc et le travail du journaliste qui va d'un seul coup s'intéresser au sensationnel, mais il va peut-être oublier tout le process parce qu'il sera pris dans un temps très court. Et donc il y a le temps et le moment d'utiliser cette image et comment elle arrive sur un événement. Par exemple là, on a eu la COP21, on a eu des peuples qui se sont mobilisés, on a eu les attentats, on a eu énormément de choses qui ont été mises en place et qui ont profité à certaines actions, pas à d'autres. Et tout ça rentre dans le jeu médiatique et le jeu de l'actualité aussi. Donc il y a l'image choc, si la situation est choc,
L'image doit être utilisée pour faire parler un message porté par ceux qui sont à l'image et pas par ceux qui détournent l'image. Et je pense que la vérité, elle doit être très importante aujourd'hui.